Donc l'objectif, il faut que je l'appuie là. Ok, donc les objectifs pédagogiques du jeu sont de sensibiliser des citoyens, des élèves, des collaborateurs, des élus aux enjeux du secteur numérique, afin d'initier une évolution des mentalités d'une manière accessible, créative et engageante. Et c'est aussi ce jeu cherche donc à rendre accessibles des informations concernant les impacts environnementaux et sociaux, avec une documentation simple et ludique, afin de favoriser en fait un dialogue entre différentes disciplines, différentes personnes, différentes parties prenantes, comme des étudiants, des concepteurs et des usagers de l'IoT, chose que nous sommes un peu tous devenus. Donc actuellement, le but de ce jeu, c'est de diffuser cette méthodologie en formant des animateurs et en structurant un collectif autour de cet outil pour sensibiliser le plus de monde possible sur donc, ces enjeux environnementaux et sociaux du numérique. Pour l'instant, ce jeu se fait dans un cadre bénévole, donc à but éducatif. Il est sous licence Creative Commons avec donc by attribution UGA, parce que maintenant ce jeu appartient à l'UGA. NC, donc c'est pas pour un usage commercial actuellement dans la version qui peut être téléchargée sur le site NID. Et ND, c'est-à-dire il ne peut pas être modifié actuellement. Voilà. Alors ensuite, on a 3 différentes cibles. Donc une cible de niveau 1 avec un public novice qui découvre les enjeux des objets connectés et leurs données chiffrées, par exemple lycée, licence, grand public. Un niveau 2, un public industriel qui, en fait, oui, ok, j'ai mis licence là, mais licence, master, peut-être formation continue. Et un niveau 3, donc un public plus engagé, par exemple des doctorants, des experts, des universitaires. Alors maintenant, la composition du jeu. Donc, ce jeu peut se jouer de manière digitale ou physique. On peut l'utiliser avec, par exemple, un Google Jamboard. Je peux... Hop, un Google Jamboard ou Miro, par exemple, ou Mural, où il peut se faire de manière physique, avec des cartes comme ça. Donc, en fait, il se compose d'une carte qui présente l'objet qu'on va étudier, ce qui est un smartphone, parce que ça parle un peu à tout le monde. Il va avoir des cartes, en fait, brise-glace, pour un peu poser le contexte et puis commencer à échanger. Un livret, donc un livret d'explication, et toutes les cartes sont en anglais et en français. Et ensuite, il va avoir des cartes phase cycle de vie. Donc, c'est des cartes qui vont présenter les 6 étapes du cycle de vie. Voilà. Et ensuite, on va avoir 33 cartes. Donc, en fait, ce jeu se joue par équipe de 6. Donc là, on a 6 lots de cartes à impact environnementaux et sociaux. Et finalement, on peut aussi avoir des pions. Donc, les pions, ils servent à en fait, se positionner sur est-ce qu'on est par discipline, par exemple. Est-ce que je suis en psychologie ou en sociologie ou en physique ou en chimie? Parce que mon point de vue sera un peu différent sur la question. Ou par exemple, eh bien, je décide que je viens de Bolivie ou du Ghana ou du Congo. Dans quel cas, en fait, eh ben, ça va être un petit peu une posture différente que si j'étais en France. Voilà. Et finalement, en fait, on utilise aussi les canevas de l'agence Circulab parce qu'ils sont juste super. Et en gros, c'est le Value Chain Canvas développé par Brieux Safré et Justine Laurent. La carte pour identifier les parties prenantes et puis le Circular Canva. Voilà. Alors. Donc, les éléments des jeux, ce jeu est fait pour être joué avec 6 équipes, à peu près entre 3 étudiants ou 3 personnes à 10 personnes maximum. Un animateur par groupe. Je dirais qu'au-delà de 24 personnes, c'est bien d'avoir plusieurs animateurs. Et il est fait pour être... on propose 6 heures d'atelier, bien que
en fait, il peut s'intégrer à des formations plus longues, un peu comme un apéritif pour rentrer plus loin dans le sujet. Et en fait, idéalement, on recommande de le faire sur 2 après-midi de 3 heures. Et puis ensuite, dépendant de la cible et du public, par exemple, si on a une cible 2 ou une cible 3, c'est une bonne idée d'inviter des experts parce qu'en fait, il n'y a personne qui peut répondre à toutes les questions dont les gens se posent. Et par exemple, nous, donc on a fait ces ateliers avec des doctorants multidisciplinaires. On a aussi fait cet atelier avec l'IRT Nanoélec et on avait des intervenants sur toute la chaîne de production, comme halte à l'obsolescence programmée. C'est une bonne idée aussi d'avoir AFP, qui est un reconditionneur de parc informatique absolument super. C'est une bonne idée aussi, par exemple, d'inviter des personnes qui sont spécialistes dans la valorisation des déchets et évidemment des industriels, des académiques, etc. Donc, la structure, enfin, le déroulement du jeu, c'est une phase d'introduction où on va avoir une phase de brise-glace, on va présenter les experts et on va présenter l'objet de l'étude. Ensuite, on va avoir une phase d'exploration où on va étudier les impacts sur les différentes étapes du cycle de vie. On va avoir une phase de priorisation avec le value chain et le partner map qui va servir à donc identifier les parties prenantes. Et finalement, une phase de construction de solutions avec le circular Canva et évidemment des échanges, des restitutions, une conclusion. Voilà. Donc, l'objet qui est présenté, c'est un smartphone. Et dans la fois où nous l'avons joué, en fait, c'était c'était vraiment le smartphone comprenant ces microprocesseurs, mais ne comprenant pas ni la batterie, qui a donc du lithium, et ni l'écran, qui a de l'indium, qui sont des métaux rares. Alors, en termes de brise-glace, donc... Pourquoi vous aviez enlevé la batterie? Parce qu'en fait, ça utilise des métaux très critiques. Donc, on ne peut pas les traiter dans la chute. En fait, je pense que ça pourrait être très intéressant de traiter ce sujet, justement. Mais ensuite, c'est au choix de l'animateur et des experts, etc. Ensuite, donc, nous avons des questions... Voilà, nous avons des questions brise-glace. Donc, par exemple, je peux même lancer ça à l'Assemblée, là, bonjour tout le monde. Nicolas Stulz, Semedo Senio, Frédéric Sel, Joël Giraud, Gérald Fournier. Et par exemple, on pourrait dire, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que c'est un objet connecté? Une tablette, par exemple. Une tablette, ouais. Un ordinateur. Un petit composant qui est posé sur une machine pour capter de l'information. D'accord. C'est un objet qui communique avec d'autres objets. Absolument. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui, sur Zoom, là, qui voudrait partager une... Enfin, vous pouvez en tout cas interagir, il n'y a absolument pas de souci. Donc, par exemple, une autre question, ça serait combien d'objets connectés par foyer en 2020? Ou quels métiers, quelles industries n'utilisent pas d'électronique? Et combien de kilos de matières premières sont nécessaires pour produire une micropuce de 2 grammes? Beaucoup. Une centaine, je dirais. Ouais, en fait, c'est 32 kilos de matières premières comprenant aussi beaucoup d'eau. Donc, c'est un rapport de 1 sur 16 000. Et en fait, on avait construit ces questions pour que de 1 à 6, ça soit le public novice. De 2 à 7, c'était un public un peu plus expérimenté, etc. Mais en fait, c'est pas mal de mélanger les questions parce qu'on se rend compte que ces questions, on n'a pas tous les réponses et puis c'est bien de les mélanger. Voilà.
Alors, là, moi, j'aimerais bien, pour ceux qui sont en ligne, j'aimerais bien pouvoir montrer mon écran. Donc, comment est-ce que je fais ça comme ça? Alors, par exemple, vous allez me dire si vous voyez, si ceux qui sont en ligne, ou là, c'est bon. Parce que là, on ne voit pas comme ça. Hein. Alors, j'arrête de partager. J'arrête pas de partager. Tu as une question. Dans le jeu, y a-t-il des réponses standards aux questions? Alors, en fait, dans le livret, il y a des réponses standards pour les questions de premier niveau. Mais en fait, les autres questions, pour les questions de niveau 2 et niveau 3, on n'a pas toutes les réponses. Aussi parce que le but, c'est d'aller fouiller et creuser ensemble pour trouver les réponses. Donc, ça demande d'aller voir des documentaires comme La face cachée de l'énergie verte, de Guillaume Pitron. Ça demande d'aller voir des documentaires, de lire des rapports pour essayer de répondre à ces questions. Les questions, en fait, plus elles sont complexes, moins il y a de réponses. Non, c'est rien, c'est parce que je suis une conférence en même temps. Oui, oui. Je vais me remettre sur ma présentation, comme ça. Oui. Alors. Oui, qu'est-ce que tu dis, papa? Est-ce que vous pourriez couper Okay. votre micro, monsieur? Voilà, bon, papa, je t'embrasse. Alors, le fils, il faut couper son micro. Tu peux le faire manuellement Ouais, mais je sais pas. en cliquant dessus. Voilà. Je n'arrive pas à aller sur mon mural en même temps pour montrer en fait la version digitale, mais en gros, dans une première étape, la phase d'exploration, les groupes, chaque équipe reçoit en fait ses cartes. Donc, on a par exemple matière première, on aurait phase de conception, fabrication, distribution et puis usage et fin de vie. Et l'idée, c'est de les remettre dans l'ordre, de remettre ces cartes dans l'ordre du cycle de vie. Et ensuite, chacun va avoir chaque équipe va recevoir en fait des cartes qui sont des petites cartes hexagonales comme ça. Et l'idée, c'est de les matcher, de les faire correspondre à la phase du cycle de vie correspondante. Donc, Agnès te dit que pour aller sur le mural, il faut arrêter le partage puis partager le mural. Ok, on va faire ça. Alors, arrêter de partager. C'est bien qu'elle soit là encore. Et puis, partager le mural. Voilà, hop. Voilà, comme ça, ceux qui sont en ligne peuvent voir. Donc, là, on a les cartes. C'est ça. Voilà, donc en fait, là, on a toutes les différentes... et puis, moi, je peux faire ça comme ça, et là, vous allez me voir, normalement. Focus. Donc, là, il y a les différentes étapes, et l'idée sur Mural, c'est qu'on peut prendre les cartes, et puis on peut les bouger. Hop, on peut les bouger, on les met dans l'ordre, et l'idée, c'est de se dire, par exemple, cette carte-là, qui représente l'augmentation des déchets électroniques, eh bien, à quelle phase est-ce que vous la feriez correspondre? Voilà. Donc, ensuite, il faut tout essayer de mettre dans l'ordre. C'est un peu le même principe que la fresque, il faut essayer de tout mettre dans l'ordre. C'est ça. Tu l'as fait récemment? Oui. Elle est bien, hein? Ouais. Voilà. Donc, par exemple, le recyclage, le traitement des déchets. Donc, voilà, ça implique... Enfin, il y a des choses qui sont évidentes, des choses qui sont moins évidentes. Et l'idée, c'est que peut-être il y aurait des cartes qui pourraient correspondre à plusieurs phases. Voilà. Et alors, je vais me remettre à partager.
Qu'est-ce que c'est les numéros sur les cartes? Les numéros sur les cartes, en fait, ça... Non, ça c'est complètement... Enfin, c'est pour s'aider dans le livret, mais ça n'a pas particulièrement d'explication. Voilà. Donc, là, ça commence à devenir intéressant avec le Value Chain Canvas. Alors, ça, c'est donc un outil de l'agence Circulab. Et... On peut avoir des cartes? Ah, tu veux des cartes? Oui. Ici, il essaye de les classer. J'ai déjà regardé. Ça vous en aide. Ensuite, pourquoi on n'entend pas les gens qui sont en... Parce qu'ils ne parlent pas. Ah, parce qu'ils parlent pas. Ok. Si vous voulez poser une question à l'oral, vous pouvez donc activer votre micro et poser votre question. Ouais. Je te passe ces cartes-là, si tu veux. Hop. Donc, en fait, ce canevas, il est très intéressant. Déjà, pour commencer, il est intéressant parce qu'on voit tout de suite qu'il y a plus d'étapes du cycle de vie. On voit qu'ils en ont rajouté, notamment tout ce qui... Donc, on a la phase de design, on a la phase d'extraction, de manufacture, de distribution, d'usage, mais ensuite, on va avoir réparabilité, logistique de retour, et là, ça ne s'appelle pas fin de vie, ça s'appelle qu'est-ce qui vient après. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va créer de nouvelles étapes, on va justement créer plus de boucles de valeur. Et avant, en fait, de créer un label, de s'intéresser au label Made in France, l'idée, c'est qu'il y a 100 000 emplois qui pourraient être créés en France si on rajoutait un label réparé en France. Donc, aussi, ce qui est intéressant avec ce canevas, c'est l'idée de limites, parce que chaque système a des limites. Et donc, on a une limite géographique, ça veut dire qu'il faut se placer, par exemple, dans la façon dont nous, on joue ce jeu, c'est de se dire, on est à Grenoble, et on va créer une organisation qui s'appelle Green Phone pour créer la prochaine génération de smartphones écologiques, par exemple. Donc, on se place en France. Notre idée, donc, c'est de créer des smartphones, on va dire, plus soucieux de l'environnement, comme par exemple Fairphone. Et ensuite, là, ce petit cadran-là, ça correspond à quelles sont les ressources qu'on va utiliser. Donc là, ça devient très intéressant, parce qu'en fait, on pourrait dire, est-ce qu'on peut créer un smartphone sans lithium, justement, pour les batteries, sachant qu'en fait, il y a une réserve de lithium de 10 ans. Ah. Donc, en fait, quoi ? Il va bien falloir s'y mettre. Il va bien falloir s'y mettre. Donc, enfin bon, bref. Et ensuite, on pourrait faire, par exemple, sans gallium. Le gallium, c'est ce qui crée la lumière dans les écrans. Aussi, on pourrait peut-être fixer un niveau de performance, parce que c'est ça la question. C'est qu'en fait, les super terres rares et métaux rares qui sont utilisés, ils ont des propriétés sidérantes. Et c'est ça ce qui intéresse, c'est leurs propriétés électromagnétiques, etc. On pourrait faire, Nokia en 2014 a fait un smartphone qui en fait avait un nombre de fonctionnalités très réduites. Ça a été un grand. Mais voilà, il faut y réfléchir. Et ensuite, par exemple aussi, une autre contrainte qu'on pourrait se mettre au niveau des matières premières, c'est de se dire, eh bien, on est en France, on est à Grenoble, et on va juste, en fait, on ne va pas importer de nouvelles terres rares, on va essayer de reconditionner le parc informatique existant. Tous les smartphones qui sont existants, ben voilà, on va partir sur ça. Donc c'est super intéressant. Juste une toute petite note sur les terres rares. Alors là, je ne sais pas s'il y a des membres de NID qui sont là, mais en gros, quand on parle de métaux rares et de terres rares, on peut aussi parler de métaux stratégiques. Donc les métaux stratégiques, c'est tout ce qui sont les métaux de base pour l'industrie. Et en fait, on peut faire cette classification en fonction de leur rareté et des problématiques de leur approvisionnement.
Les métaux stratégiques, ça pourrait être l'or, l'argent, le zinc, le cuivre, le plomb. Les métaux rares, en fait, c'est une question de disponibilité. Donc, je ne sais pas si Lamia est là, mais voilà, tu peux parler, Lamia, si tu veux. Et en fait, selon la Commission européenne, c'est des métaux qui sont associés à des métaux abondants, comme par exemple le fer, mais ils sont présents dans des proportions infimes. Okay, par exemple, le sol recèle 2650 fois moins de gallium que de fer. Donc, il faut extraire beaucoup plus de sol pour avoir du gallium. Ça représente donc des toutes petites proportions annuelles. 15 000 fois moins de fer et de terres rares sont produits que de fer. Donc, ils sont chers. Par exemple, 1 kilo de gallium, c'est $150. Et ils possèdent des propriétés exceptionnelles dont raffolent les industriels. Par exemple, c'est des propriétés électromagnétiques, optiques, catalytiques et chimiques. Et en fait, les terres rares, c'est une classification de ces métaux rares sur 17 éléments bien définis qui sont regroupés dans une famille. Donc voilà. Mais voilà, donc c'est intéressant de se poser ces questions de limite parce que justement, ça pose de gros enjeux géopolitiques, tout ça. Donc la manière de procéder avec ce value chain. Je voulais juste, oui, Jacques Miry, je suis désolé. Je me permets d'intervenir en tant qu'ingénieur. Enfin, j'enseigne entre autres à Centrale, mais j'enseigne aussi le développement durable à l'EM Normandie. Et voilà, je trouve qu'on a eu l'occasion d'écrire pas mal de choses sur la rareté des métaux à partir des années 2010. Je voulais juste préciser qu'il y a une petite différence entre les métaux rares et les terres rares. C'est-à-dire que c'est avant tout la classification la manière dont on peut classer les métaux en fonction de leur rareté. On part effectivement si on prend l'acier, ben l'acier, on produit 1 milliard de tonnes d'acier par an, et on produit tout un éventail en fait de métaux. Quand on prend le tableau de Mendeleïev, qui vont jusqu'à des métaux qui sont produits à quelques tonnes par an. Par exemple, le rhénium, en fait, qui sert pour la dureté des ailettes des réacteurs d'avion, on en produit 50 tonnes par an. Pourtant, c'est un métal qui est clé en fait pour l'aviation. En ce qui concerne les terres rares, effectivement, c'est des métaux qui sont de la famille des lanthanides, en fait, sur le tableau de Mendeleïev, et qui ne sont pas si rares que ça, mais qui sont à très faible concentration et qui nécessitent donc énormément de traitements chimiques. Et le problème qu'on a actuellement, c'est que voilà, il y a un certain nombre de réserves de ces métaux, que ce soit en Chine, en Amérique du Sud, en Australie, en Amérique du Nord. Simplement, de par la quantité de traitements chimiques en fait, qui nécessitent. Ce sont des exploitations qui sont extrêmement polluantes. Donc, la Chine, aujourd'hui, est le seul pays, on va dire, qui, en dépit du fait qu'elle est à peu près que 50% des réserves mondiales, 40 à 50% des réserves mondiales de terres rares, de lanthanides, ait choisi de faire fi en fait, des contraintes environnementales pour être finalement le producteur majeur, avec entre 85 et 90% de la production mondiale de terres rares, parce qu'effectivement, ils prennent des cycles de production très basiques qui sont extrêmement polluants, mais qui du coup leur permettent de produire les terres rares à des coûts extrêmement bas. Voilà. Donc, c'est juste pour préciser que voilà, il y a une différence entre les terres rares, qui sont certaines familles de métaux, de la classe des lanthanides, qui ne sont pas forcément si rares que ça, mais qui sont très polluants à extraire, et des métaux qui peuvent être très courants, comme le fer, jusqu'aux plus rares. J'ai cité le rhénium comme exemple, mais voilà, parce qu'en termes de classification, ce n'est pas forcément les mêmes choses. Eh ben, merci beaucoup, Jacques, pour cette intervention. Effectivement, donc ils sont relativement abondants, les terres rares sont relativement abondantes dans la croûte terrestre, mais très complexes à extraire. Ouais. Et requiert d'énergie. Donc, en fait, là, donc, je vous ai partagé le mural pour ceux qui sont en distanciel. Donc, l'idée, en fait, c'est que les groupes ici vont converger sur un mural en commun. Et en fait, de la phase précédente, ils vont choisir, ils vont discuter des impacts qui leur paraissent les plus choquants, les plus curieux. Et ils vont en choisir 1 à 3. Et en fait, ils vont les mettre dans la phase qui correspond au value chain. Donc aussi, parce que chaque groupe en fait est assigné
soit à la phase de design, soit à la phase de fabrication, soit à la phase de fin de vie, etc. Et ils vont réfléchir à quels sont les impacts qui les ont les plus choqués. Et ensuite, ils vont prendre, par exemple, un post-it vert. Donc, avec Mural, voilà, on peut prendre tous les post-it qu'on veut. Hop, on prend un post-it et on va mettre ce qui nous paraît en rouge, sur un post-it rouge, ce qui nous paraît les risques associés à ces impacts. Et en vert, comment est-ce qu'on pourrait les transformer en opportunités? Alors, juste une petite note, ces outils circulables dans ce jeu, dans ces modules pour l'instant, parce qu'on avait une contrainte de temps avec tout ce qui était enseignement distanciel, on le fait de manière assez superficielle, mais c'est possible d'aller beaucoup plus loin avec ces canevas, notamment par exemple, l'idée aussi c'est on pourrait faire, moi je demande aux étudiants de faire une phrase comme par exemple, comment est-ce qu'on pourrait radicalement changer cette industrie en regardant donc les opportunités, les risques associés à cette étape de la chaîne de vie. De quelle manière on pourrait radicalement la changer. Mais par exemple, dans Circulab, ils demandent aux étudiants de faire plein de phrases de « how might we », plein de phrases, et ensuite de les ranker. Et aussi, ils demandent de checker, de vérifier en fait avec les SDG, donc les Sustainable Development Goals, de voir en fait si la chaîne de valeur, elle pourrait être un petit peu améliorée en utilisant ces SDG, voilà. Donc, ODD en français. Pardon? ODD en français. ODD en français, très bien. Et ensuite, la dernière, enfin, c'est pas la dernière étape, ensuite on va utiliser le... Ouais. Et puis ensuite, on va utiliser donc ce canevas-là qui est le canevas des parties prenantes. Alors, on va pouvoir écrire notre défi, qu'est-ce qu'on veut faire. Et l'idée, en fait, c'est de voir sur toutes les étapes de la chaîne de production, pareil, de placer un peu, d'essayer d'identifier quelles seraient les parties prenantes sur Grenoble qu'on pourrait contacter tout de suite, voilà, ou dans une entreprise. Ensuite, par exemple, au niveau régional, au niveau national et finalement au niveau global, quelles sont les parties prenantes avec lesquelles on pourrait rentrer en contact ou dialoguer. Et l'idée, en fait, c'est une partie prenante, c'est toute personne physique ou morale impliquée activement ou passivement. Et l'idée, c'est de s'engager avec eux pour créer des synergies vertueuses dans toutes les étapes de la chaîne de valeur. Alors, des bonnes questions pour identifier ces parties prenantes seraient, par exemple, qui a le pouvoir ou l'intérêt de soutenir un tel objectif? Quelles sont les personnes affectées ou impactées par notre technologie? Quelles seraient les personnes qui pourraient causer des problèmes? Travailler avec eux. Et qui sera responsable? Et finalement, qui a déjà mené une telle initiative? Donc, par exemple, Fairphone, c'est une entreprise qui a décidé de faire des téléphones modulaires pour qu'on puisse les réassembler. Voilà. Et puis ensuite, le dernier canevas, c'est le canevas donc, le Circulab Canvas, et donc il se remplit de gauche à droite. Ici, on va mettre notre mission et on va remplir en fait quelles sont les activités clés. C'est un peu comme le Canvas développé par Osterwalder et Pigneur, sauf qu'il rajoute en fait des impacts sociaux et environnementaux positifs ou négatifs. Donc ça permet de réfléchir parce qu'en fait, chaque boîte, par exemple pour les activités clés et les partenaires clés identifiés précédemment, on va pouvoir voir quels sont les impacts positifs que notre solution peut créer, quels sont les impacts négatifs qui de toute manière vont être associés, un peu comme dans l'idée que
j'ai oublié la personne qui a dit ça, mais voler, c'est pas bien. Voler moins, c'est toujours pas bien. Donc peut-être on va toujours être en train de faire des émissions de CO2, on va toujours être en train de produire ci ou ça, il faut le garder en compte. Voilà, c'est tout. Et puis, donc, on va essayer de remplir quels sont les impacts sociaux et environnementaux positifs, négatifs, et quelles sont en fait les sources de revenus et les coûts associés. Donc, comme je viens de terminer la formation de Circulab, juste aujourd'hui d'ailleurs, eh bien, en fait, ce tableau est beaucoup plus facile à remplir qu'il paraît, parce qu'au début, on est là, il faut que j'arrive à trouver les coûts pour la microélectronique durable, mais comment est-ce que je vais faire? En fait, poser ces questions, poser ces briques, ça permet de savoir quelles questions on veut poser. Parce que sinon, en fait, on part partout. Et c'est justement ça, la construction de solutions. C'est en fait, grâce au brainstorming, grâce à l'intelligence collective, on s'est rendu compte, grâce en fait à toutes les questions qu'on peut se poser en plus, par exemple, comment est-ce qu'on vérifie la cohérence des ODD face à notre proposition de valeur, eh bien, en fait, on va voir, ah bah tiens, ça, c'est la question qu'on va se poser. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est pour tout ce qui est revenu. Donc, j'ai fait ma thèse sur les business models en open source hardware, mais l'idée, c'est de voir quelles sont, par exemple, des choses qui sont à nous, mais qu'on pourrait, par exemple, on pourrait louer, sous-louer ou réutiliser d'une autre manière ou d'une autre, en faire profiter les autres, peut-être avoir des revenus par ça. Donc, voilà, en fait, c'est ça l'approche de ce jeu. Et donc, il peut être joué de manière boum, 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 assez rapide avec des étudiants en une demi-heure par Canva et on y va, ou en 2 heures par Canva. Mais en fait, il peut aussi être fait un Canva par semaine et puis avec appui de beaucoup de vidéos et de rapports à lire. Et là, en fait, j'aimerais bien que Benoît Yaquero, eh bien, tu nous fasses un petit témoignage en fait sur ton utilisation du jeu. Donc, tu es mon voisin. Ça, c'est vrai. Tu es professeur en informatique au lycée agricole de Saint-Igné. Avant, il y a Jacques qui a levé la main. Jacques? Oui, j'avais une petite question. Moi, je suis un fan de tout ce qui est approche systémique, hein, comme tout bon ingénieur qui se respecte. Et j'aime beaucoup effectivement le fait qu'on parte d'un objet assez simple et puis qu'on pose la question de tout l'environnement en termes de systèmes, et des systèmes d'ailleurs qui sont rattachés à cet objet-là. En ce qui concerne les actions qu'on peut mener, jusqu'où on peut aller? C'est-à-dire qu'on parle de proposition de valeur, mais quand on parle de proposition de valeur, derrière, il y a un système de valeur. Et on se rend compte souvent qu'il y a un certain nombre d'actions qui, pour pouvoir en fait être mis en place, nécessitent en fait de refondre des systèmes de valeur, c'est-à-dire de commencer à agir vis-à-vis d'acteurs qui vont permettre de changer, par exemple, les systèmes fiscaux, les systèmes comptables, les systèmes monétaires, ainsi de suite. Donc ça ira au-delà, on va dire, la manière dont sont structurés les marchés, par exemple. Donc ça ira en fait au-delà de l'environnement, on va dire, ASIS, tel que celui dans lequel on évolue aujourd'hui, et qui est souvent assez limitant lorsqu'on veut aller, je dirais, changer vraiment les choses en raisonnant de manière circulaire. Je vais prendre un exemple tout simple. Voilà, la 5G, ça peut être une bonne idée, sauf que ça risque d'être une mauvaise idée parce qu'on va avoir un effet rebond. Et alors qu'on pourrait très bien en faire, entre guillemets, une bonne idée qui permette de limiter les consommations énergétiques si on réglementait l'utilisation de la 5G en limitant en fait les quantités de données en fait qu'on peut aller faire circuler sur le réseau pour tous les services qu'on va utiliser. Oui. En fait, c'est ma réponse. Je suis absolument pas une experte là-dessus, mais je dirais que l'initiative NEED est intéressante parce que en fait, pour l'instant, il n'y a pas tellement d'acteurs mondiaux qui s'intéressent à ces sujets et qui sont en train de pousser la recherche sur ces sujets. Donc, par exemple, avec le projet NEED, en fait, on essaye de partager la recherche des doctorants, d'avoir des conférences, d'échanger et de voir, même au niveau
gouvernementale, quelles sont des actions qui peuvent être appuyées. Donc, c'est vraiment une idée de converger, de se rassembler, d'échanger ensemble pour proposer des solutions, parce qu'évidemment, individuellement, on ne peut pas faire grand-chose. Très souvent, il y a tout un tas d'externalités qui, tant qu'elles ne seront pas comptabilisées, ne permettent pas de rendre viables des alternatives qu'on pourrait proposer. Est-ce que vous avez fait la fresque du numérique? Oui, elle est très intéressante. Et ma question, c'était effectivement aussi en termes pédagogiques par rapport à ce qu'on veut faire retenir aux élèves. Euh, euh, comment est-ce que vous définiriez les avantages en fait de MyIoT par rapport à une fresque du numérique? Ah bah non, moi je pense que maintenant, en ayant fait la fresque du numérique, l'idée c'est de commencer par ça, sur 3 heures, parce qu'en fait ça donne vraiment cette histoire de tableau total pour bien comprendre quels sont les impacts. En plus, on est à peu près sur les mêmes rapports, mais l'approche est très bonne. Justement de ne pas se positionner en termes d'experts, mais dire est-ce que vous avez vu la carte 5 qui parle en fait du fait qu'on ne peut pas rejeter toute la faute sur les industriels, mais qu'en fait, comme c'est exponentiel, l'usage de chacun est important. Donc, je pense que la fresque du numérique, en fait, comme on va refaire ce module, c'est clairement les 3 premières heures. Et ensuite, on arrive. Ensuite, on déroule le jeu comme on vous l'a présenté. Et ce qui pourrait être intéressant, ce serait qu'il y ait dans le jeu la possibilité d'avoir des dimensions où on va pouvoir aller solliciter des acteurs qui pourront agir en fait sur les systèmes de valeurs qu'on a établis, dont une grande partie sont liés à des conventions en fait qui sont mises à différents niveaux. Ça, c'est l'idée d'avoir des experts, en fait. Voilà. Je parlais tout à l'heure, par exemple, de la manière dont on organise les marchés ou la manière dont les systèmes comptables qu'on choisit d'utiliser. Qui sont extrêmement structurants, en fait, dans ce qui va finalement ressortir comme pouvant être retenu comme ayant de la valeur ou pas, quoi. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait la main levée et je ne le vois plus. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question ou prendre la parole ou... Avant qu'on fasse intervenir Benoît. Oui, parce que c'est déjà 19h22. Donc, on a 8 minutes. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question ou... Non? Bon, eh bien Benoît. Quoi? Oui, viens là. Oui, tant qu'à faire. Bonjour. Donc moi je suis Benoît Jacquiro, je suis un enseignant en technologie informatique multimédia qui est issu du ministère de l'Agriculture au sein du lycée agricole de Saint-Imier. On est à peu près 230 en France qui font mon job. Mes programmes en fait sont assez basés et axés sur soit de la programmation et de la bureautique, mais il y a aussi une grosse dimension qui est en lien avec le numérique et en lien avec comment est-ce qu'on peut faire comprendre aux gens que c'est pas forcément super vert et qu'il faut être conscient, prendre conscience d'eux. Et du coup, ça fait quelques années que je fais ce job et que je transmets cette information-là. Et Laetitia, je suis arrivé voisin de Laetitia en juillet. Et du coup, j'ai fait mon année en étant longtemps. Et puis en fait, elle m'a parlé qu'elle faisait ça. Et puis en fait, on n'a pas du tout vu la connexion qu'on avait entre moi et elle, du coup, de job. Et finalement, elle m'a dit « Ah, mais j'ai reçu le jeu, etc. » C'est ça. Et puis, en fait, je n'avais pas fait sur cette partie de programme. Et du coup, toute ma fin d'année a été de jouer avec les élèves à ce jeu-là. Je l'ai joué pendant 14 fois. Ça a duré 1h30 à chaque fois, uniquement, en lien avec mon emploi du temps qui était contraint avec les élèves. Ce que j'y ai trouvé, c'est que ça répondait entièrement à ma problématique à moi. C'est-à-dire que ça faisait jouer les élèves, en plus de ça, dans un contexte Covid qui est quand même pas super agréable,
évidemment, je ne l'ai pas fait à distance, hein, mais en contexte Covid, où ils ont dû faire des travaux à distance, se renvoyer, machin, etc., qui n'est pas agréable. Et du coup, de faire ça sur cette fin d'année, finalement, ça a mis un petit peu de fun de jeu. Moi, je suis convaincu que le jeu, c'est par là qu'on va pouvoir éduquer les gens. Donc ça, de base, je suis convaincu. Ce jeu m'a convaincu encore plus, puisque ça a amené quand même les élèves. Alors, je suis enseignant en quoi? En première, en seconde et en BTS. Les secondes, je dirais, ils sont encore un petit peu peut-être jeunes. Par contre, les premières, ça va parfaitement, et les BTS aussi. Je souhaite l'année prochaine le refaire, mais sur plus longtemps. Je n'ai pas utilisé non plus tout ce qui était Canva et tout ce qui était ça. Je suis vraiment arrivé que sur la phase où en fait il y a les questions de brise-glace, la répartition de mettre dans le bon ordre. Ça, ils y arrivent plutôt bien de mon expérience. J'ai pas eu de personnes qui ont vraiment galéré. Ils ont bien à l'esprit de comment ça marche en fait. Hein. Et par contre, c'est le tri de toutes les cartes et que là des fois on est un petit peu pas du tout au bon endroit. Mais par contre, ça amène vraiment beaucoup de conscience en fait, beaucoup de conscience. Après 14 fois que je l'ai fait, j'avoue que je le connais par cœur. Toutes les réponses là, je les connais par cœur. Voilà. Et du coup, après, c'est vrai que dans le livre qui est plutôt très très bien fait, il y a beaucoup d'informations qui sont données en plus de la carte, parce que sur chaque carte, il y a une information qui est écrite en français et en anglais. Et sur cette information-là, ça décrit un petit peu, mais il y en a encore plus. Et c'est vrai que toi, animateur, qui a appris le jeu un petit peu comme ça, et puis en fait, ok, il y a ça, et donc en fait, ça te permet de donner plus d'informations, même sans y connaître, d'être spécialiste. Du coup, moi, je suis devenu spécialiste. Ouais, puis en fait, voilà, les cartes, en fait, c'est une phrase en anglais, en français. Donc, dans le livret, c'est un petit peu plus étoffé. Et en plus, on a quand même, vu que ça vient d'un travail académique, on a quand même toutes les références de tous les rapports utilisés, de toute manière, qu'il faut mettre à jour. Ce qui est aussi un peu le but de se rapprocher avec la fresque du numérique là-dessus, pour avoir les mêmes données. Voilà. Et alors maintenant, j'ai une autre question Oui. pour vous. Vous dites que vous avez 230 personnes qui font à peu près le même job que vous en France, Ouais. c'est ça? Ouais. Est-ce que vous échangez avec eux? Alors, que c'est on peut, possible de diffuser oui. ça? Complètement en fait. Complètement. On a alors plutôt au niveau régional, on communique ensemble bien au niveau régional, mais c'est vrai que on a, donc niveau régional, ça fait quand même une cinquantaine de personnes, hein, donc c'est pas rien, parce que maintenant la région est très grande. Mais du coup, oui, on pourrait très bien imaginer. Moi, je pourrais être le vecteur de ça. Ouais. Alors, moi, je suis persuadée qu'en effet, il faut absolument sensibiliser et tout le monde. Et puis ça va plus passer par les enfants, en fait, ou les jeunes, que les personnes plus adultes. En fait. C'est eux qui vont changer ça, en fait, à mon avis. J'ai envie de dire que les personnes qui ont 55, 60 ans, ils s'y intéressent énormément, mais en fait, ça ne va pas eux qui vont faire changer les choses. Non, c'est ça. Et par contre, les jeunes, ils sont là avec leur smartphone, machin. Enfin, vous avez peut-être jamais vu, vous voyez les étudiants, mais quand vous voyez des lycéens, ça fait vraiment peur, en fait, hein, vraiment, vraiment peur. Hein. Quand c'est l'hiver, ils sont tous sur le smartphone et ils sont tous assis par terre. Et ils sont comme ça. Ils sont plus. Donc il y a un vrai enjeu de société en fait de ce côté-là, quoi. Et de santé publique. Oui, tout à fait. Qui est largement évoqué d'ailleurs dans le jeu, mais c'est vrai que du coup. Et est-ce que les élèves qui ont joué à ce jeu, est-ce qu'ils ont un autre comportement avec leur smartphone du coup après? Je n'ai pas le recul pour pouvoir dire ça. J'aurai le recul peut-être l'année prochaine, en tout cas, parce que comme ils étaient en seconde, je vais les reprendre en première. Et donc, du coup, on va peut-être, s'il faut, refaire le jeu, mais en allant un peu plus loin. Et ça peut paraître intéressant parce qu'ils vont aller très vite sur certaines données du début du jeu. Et puis après, finalement, aller partir sur des canevas et sur peut-être pas le dernier canevas, mais celui d'avant, hein, simplement celui en étoile, ça paraît être intéressant. Mais complètement. Mais d'ailleurs, on a normalement,
quand on n'est pas en Covid, on a un regroupement on appelle ça un regroupement team, en fait, technologie informatique multimédia, de tous les enseignants comme moi et aussi des techniciens qui sont en lycée agricole. Et c'est vrai que du coup, ça pourrait faire l'objet clairement d'une présentation dans ce genre de réunion. Voilà. Tout à fait. Et là, c'est là aussi où c'était la richesse du projet NID, qui est multidisciplinaire, parce que moi, j'ai commencé à creuser avec qui pourraient être des intervenants possibles. Et au niveau donc impact sociétal, il y a Bruno Patino, qui est maintenant le directeur d'Arte, qui a écrit un livre qui s'appelle « La civilisation du poisson rouge ». Ensuite, il y a un autre chercheur qui s'appelle Albert Muckeiber, je crois, quelque chose comme ça, qui travaille en neurochimie. Et c'est assez intéressant d'avoir leur apport aussi pour comprendre un peu ce phénomène-là. Oui, tout à fait. Oui, je pense que ça touche toutes les disciplines, en effet. Neurologie, psychologie, tout en fait. C'est ça. Et bien, c'est l'heure. Déjà. Oui. Merci à tous. Merci. Est-ce que vous avez une dernière question, peut-être? Oui, bonjour. Moi, ce ne serait pas une question, ce serait plutôt une réflexion. Par rapport à ce que j'ai entendu en introduction, par rapport aux besoins essentiels. Et j'ai entendu aussi parler de brosse à dents, d'objets connectés. Ok, les besoins essentiels, boire, manger, dormir, super. Je pense que notre rôle en tant que moyenne et ancienne génération, c'est aussi d'essayer d'expliquer à nos nouvelles générations, aux plus jeunes, aux petits, que les vrais besoins essentiels. C'est-à-dire qu'il faut qu'on explique, qu'on fasse comprendre à ces plus jeunes qu'un objet connecté du type une brosse à dents, peut-être qu'on peut utiliser une brosse à dents sans qu'elle soit connectée. Voilà, c'était un petit peu de la réflexion pour qu'on puisse faire en sorte que nos enfants qui sont submergés par ce monde numérique puissent faire la part des choses un petit peu entre l'utile et l'amusement. Voilà, je vous remercie. Alors, en effet, c'est... Je peux peut-être répondre à ça parce que c'est vrai que moi j'ai un public collège et été dans le collège et maintenant je suis dans le lycée et c'est vrai que généralement en lycée agricole on a des très bons élèves et puis aussi des élèves qui sont en plus grande difficulté et en fait à des gens qui sont ouverts en lien avec ce qu'ils ont vécu précédemment, ils vont être très ouverts à justement cette donnée-là de se dire je peux faire peut-être autrement. Et puis, en fait, après, il y a les personnes qui n'ont pas été dans des sphères d'éducation. J'entends, pourquoi pas, des cités, ou j'entends même simplement des personnes qui ne sont pas vraiment encadrées par leurs parents, etc. etc. Et en fait, je me rends bien compte que en fait, ils sont hermétiques et qu'ils sont hermétiques non pas parce qu'ils le sont, mais parce qu'en fait, on ne leur a pas permis d'avoir l'information qui permettait l'ouverture à. Et moi, c'est un peu...